Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Chers auditeurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir à 18h10, un peu en retard. C'est la troisième fois, désolé. Pour un nouveau café presse politique. Et nous sommes en direct de Radio M. Et avec moi ce soir, un invité qu'on n'a pas le plaisir de voir souvent. Je suis très contente de t'accueillir parmi nous, Samir Larabi. Tu es journaliste à Job News Algérie. Bien. Bonsoir, merci. Merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Qadi Hassan, bonsoir. Bonsoir. Salim Sbah, bonsoir. Bonsoir. Profondément absorbé par ton téléphone. Je suis pas le seul, je dénonce moi aussi, je suis pas le seul. Alors je vous préviens, il y a des auditeurs qui demandent à que je vous confisque vos téléphones. Ah bon? À ce point? Oui. Amal Ingrashen, bonsoir. Bonsoir. Saïd Jafar, bonsoir. Bonsoir. Alors on commence très vite puisqu'on est en retard par l'image de la semaine. Et je commence par toi, Saïd. Eh ben, je cherchais comment formuler quelque chose d'humoristique sur ces ralliements des gens du FL, du RMD, oui. Etc. Et je viens de voir Achour Mehoubi, qui est un ami, c'est un architecte, il a fait ça. Goulna l'koum rohouga, machi rohouga. Elle est pas mal, elle est très bonne. Elle est excellente. Ammar, qu'est-ce qui t'a marqué cette semaine? C'est la plateforme du changement qui a été signée par des démocrates connus, qui sont des militants qui étaient là depuis longtemps et qui le sont toujours, qui travaillent sur le terrain. Mais en fait, ce qui m'a choqué, c'est le fait qu'ils aient associé un ancien islamiste radical, extrémiste, dangereux, qui n'est même pas militant. On ne l'a pas vu depuis les années 90. Il est absent de la scène. Est-ce qu'on va parler de quelle plateforme tu parles? Je parle de Kamel Gmazi, celle signée par Zoubida Assoul, Ali Benouali. C'est un peu le sujet, toutes les propositions en fait, c'est les sujets de la deuxième partie. L'image de la semaine, c'est le fait qu'on associe un extrémiste qui n'est même pas militant. C'est-à-dire que même techniquement, il n'y a pas besoin de l'associer puisque lui-même ne fait aucun travail. Il n'est même pas militant, il n'est pas présent sur la scène. Morad Hina, à la limite, il est cadre de Rachid. D'accord. Voilà. Merci. Salim, ton image de la semaine. Sadr Chihab, l'entretien à El Bilad, et voilà, même s'il y a eu après où Yahya s'est senti obligé de remettre en cause les propos de le désavouer publiquement, mais ce qu'il dit est très grave et ça montre un peu que la décrépitude du régime, hein, c'est voilà. On sent bien que c'est la fin. On sent bien que c'est la fin et que ça tombe en lambeaux de partout, ça s'ouvre, quoi. Samir? Alors, l'image de la semaine, c'est la manif des étudiants, notamment le carré de l'université d'Alger 2, notamment Bouzra, puisque j'ai fait mes études là-bas. C'est-à-dire, j'ai vu. Je peux rappeler aux amis auditeurs que tu as caillassé le président Bouteflika. Tu fais partie de ceux qui l'ont caillassé. J'ai organisé quand il est venu à Bouzra. C'est l'occasion de le rappeler. Ok. Alors. C'était avant qu'il soit président, non? 2004. Non. Ah, d'accord. Si, il était président. C'était en 2002. C'est lors du premier mandat. Voilà. Alors. Bon, vous laissez Samir s'exprimer, s'il vous plaît. Alors, il y avait un grand carré des étudiants de Bouzrea avec une grande banderole. Bien sûr, il vient soutenir cette dynamique populaire en cours. Et avec une grande banderole, il revendique aussi, c'est-à-dire une université publique de qualité ouverte aux enfants du peuple. C'est. Moi, je considère, puisque j'étais syndicaliste à la fac, c'est une certaine continuité. Ça fait 20 ans que j'ai quitté la fac. C'est les mêmes revendications qui reviennent. J'étais très content. C'était sympa. Et ça, c'était hier, n'est-ce pas? Manifestation des étudiants hier. Hier, alors. D'accord. Ersen, ton image de la semaine? On revendique une bourse pour les universités privées en Algérie. Comment? Un grand moment de radio sur Radio M.
lundi, les larmes de l'Aïd Ben Amour, ancien vice-président du FCE, démissionnaire, et les larmes, le même jour l'après-midi, de Amir Abouraoui, activiste bien connu, pour des raisons personnelles peut-être différentes, mais de l'émotion dans le récit de leur révolution, chacun de son côté. C'est la magie de ce moment. Voilà. Qu'on puisse toi, aussi... tu n'as pas encore pleuré, ça. Non, moi j'ai pleuré plus d'une fois, mais pour... Voilà. Pour les mêmes raisons. Bon, alors, je vais peut-être intituler ce CPP le ministre parmi nous. Bon, je lance un jeu pour les auditeurs, celui qui saura qui est le ministre. On vous le dira à la fin de l'émission et il aura une récompense. Et maintenant, de quel sexe c'est quel sexe il est? Ah, c'est ouvert à tous. Alors, il y a un ministre parmi nous ici, de gouvernement bédoui, c'est ça? Mais tu as un scoop, Hirsen, tu nous avais dit... non, je ne sais pas, tu parles du ministre. Il y a quelqu'un qui a été touché parmi cette équipe-là. D'accord. On va essayer de savoir qui c'est d'ici la fin. Peut-être. Alors, toute la société semble vivre une sorte de doux bouleversement d'essence depuis que les vendredis sont devenus le jour le plus attendu des Algériens. Alors, certains ne les considéreront peut-être pas comme politiques, mais personnellement, je trouve ce qui se passe dans la tête des Algériens hautement politique. Et je voulais vous lire un petit texte très court d'une Algérienne qui manifeste tous les vendredis et qui s'appelle Dalal Bouchama. Et ensuite, on va commencer la première partie. Alors, marcher m'a soigné de mon égoïsme, de ma condescendance, de ma jalousie, de mes flatulences, de ma misanthropie, de l'agoraphobie, de la peur, de la haine de soi, des jambes lourdes, des idées fixes, des certitudes, du formalisme, de la discrétion, de l'ennui, du désespoir, de la mollesse, de la paresse, de la lassitude, de la solitude, de la résignation, du dégoût, de l'envie de rien, du doute de tout, des idées noires et du teint gris, de la mauvaise humeur et de la mauvaise foi. Du teint gris, de la mauvaise foi, de la bile, de l'amertume, du sarcasme et de la méchanceté. Mes fesses raffermies, même mes cheveux ne sont plus secs et cassants. À vendredi, marcher fait du bien. Voilà. Ça... moi, je trouve que c'est beaucoup plus que joli. Je trouve que c'est très, très politique, c'est très fort. D'accord, mais c'est bien amené, tout ça est très bien amené. Et ça, voilà. Et donc, je voulais en parler déjà en début parce que j'ai toujours peur qu'il n'y ait pas autant d'auditeurs pour la deuxième partie. Mais en deuxième partie, on va parler de ce que ça fait à la société et de ce que les politiques sont en train de proposer, le contraste entre les deux. Et là, on va revenir on passe à la première partie. On va la consacrer, je pense, à ce qui se passe un peu, le grand désordre des lambeaux, le pouvoir qui tombe en lambeaux, comme tu l'as dit, en image de la semaine. Et j'aimerais commencer d'abord par... on va parler des communiqués de Gaïd Salah, mais je voudrais commencer d'abord par la dernière lettre de Abdelaziz Bouteflika. Il y a eu des sortes de... comment dire, il y a eu encore une fois des bugs qui peuvent être dus seulement à la traduction. C'est un peu l'avis de certains, c'est l'avis d'autres personnes, c'est que ce sont des bugs qui sont des signes que vraiment il y a des tensions sur les textes qui sont publiés à son nom. Celui-ci concerne la dernière phrase de sa lettre où il dit qu'il s'engage à concrétiser toutes les choses qu'il veut faire avant la fin de mon mandat présidentiel. Ça, c'était dans la première version en français de l'APS, alors que la version en arabe parlait de « Akhir ma'artimu bihi masari al-ri'asi » qui est différent, c'est pas l'Ahdati, hein. Et ensuite, une nouvelle version de l'APS corrigée en français avant la fin de mon parcours présidentiel. Donc, Saïd Jafar, pour toi, c'est l'APS qui... c'est juste un problème technique. Hein. J'en sais rien, mais c'est... En général, la règle, même si nous, francophones, qui travaillons en français, on a tendance à croire que c'est la langue française qui fait autorité, mais dans les textes de l'État algérien, c'est ce qui se passe en arabe qui a du sens. Et là, en arabe, c'est Massar et Riassi, donc voilà. Donc, ce n'est pas mandat, c'est Massar et Riassi, c'est ouvert. Mais ça fait pas un peu écho à la phrase de la semaine d'avant où il disait je n'ai jamais voulu me présenter pour un 5e mandat. Ihsan? Oui, enfin, moi, je pense que... Bon, évidemment, on peut penser que c'était un bug de la traduction, mais ça fait... c'est un bug sur un mot qui est essentiel, qui change complètement la donne du texte.
ça me paraît quand même, je ne suis pas complotiste, hein, on me le reproche beaucoup d'ailleurs, mais sur ce coup, je suis quand même réservé. Mais à mon avis, il y a une volonté délibérée. Est-ce qu'elle était à l'APS? Est-ce qu'elle était dans la structure de la présidence qui a envoyé les 2 copies? Parce que je ne pense pas qu'on ait envoyé une copie Bark Blarbia où on a laissé à l'APS traduire. Est-ce qu'il n'y a pas la volonté quand même d'ouvrir une brèche pour dire en fait il s'agit de la fin du, mandat? Il l'aurait fait dans les 2 langues. Pourquoi il choisirait en arabe de parler de Massar non, mais je ne sais pas. Peut-être qu'on demandera à nos amis de l'APS comment ça s'est passé. On n'a pas d'infos. Peut-être il y a un problème c'est inconscient, c'est-à-dire que peut-être celui qui a fait la traduction veut absolument voir le départ de Bouteflika, mais ce qui se passe actuellement, c'est ça confirme ce qu'on est en train de dire, ça confirme un peu les rumeurs qui circulent actuellement en disant que effectivement ça se terminera le 26. Le président partira le 26 ou le 27. À la fin de son mandat présidentiel. Je rappelle juste que ce matin, Nahar a titré a mis en une que le président partait le 27. Donc il l'a annoncé. Donc bon, c'est pas une source première des sources, mais il y a tout un faisceau actuellement de rumeurs, d'informations qui circulent en disant que c'est terminé. Et voilà. Samir, excuse-moi, Amal. Oui. C'est-à-dire, on ne peut pas construire notre analyse sur des rumeurs. C'est-à-dire, je rappelle, on a eu avant l'histoire du 5e mandat, est-ce qu'il va le faire, il ne va pas, mais en fin de compte, il était candidat quand même. C'est-à-dire, je pense, dans sa lettre, comme l'a dit notre ami, il faut lire d'abord en arabe, il a été corrigé. Ça veut dire qu'il conforte la version arabe. Ça veut dire qu'il va terminer son mandat fin 2019 c'est-à-dire de parcours, c'est-à-dire qu'il va faire ses réformes, tout ça. Ils sont dans leur feuille de route. Et là, de cette presse, où il y a des gens, certaines presses, où il y a des gens qui alimentent ces rumeurs, justement, c'est pour semer le doute, c'est-à-dire parmi les gens et pour nous fausser les pistes et nous concentrer sur l'essentiel. C'est-à-dire la population, la majorité des Algériens au moins, c'est-à-dire les gens, des millions qui sont dans la rue, demandent leur départ et un changement de système. Certes, ils ne disent pas ce qu'ils veulent, exactement, ce n'est pas formulé, mais ils veulent casser brouiller cette dynamique sociale. J'ai juste à rappeler quand même, je suis un ancien de l'APS, ça fait très longtemps, mais la traduction se fait en général à l'APS. On reçoit, il y a un texte qui arrive, parfois c'est en français, parfois c'est en arabe, et la traduction se fait à l'APS. Donc il peut y avoir qu'un traducteur se trompe, il ne faut pas trop monter sur ça, c'est-à-dire c'est le Massar. Donc en arabe, qui est la langue officielle, il n'est pas question de fin de mandat, il est question de fin de parcours présidentiel, et pour qu'on arrête de discuter sur ça, à mon avis c'est un détail qui... En fait, la Mamra a dit que Boutef ne partira pas avant le 27 ou le 28. Ce qui veut dire qu'il est possible qu'il parte à cette date. Moi, je comprends que c'est une option possible. Il est possible que le système mette fin au mandat de Bouteflika le 27 ou le 28. Il se termine de toute façon. Hein. Oui. Il ne va pas le prolonger comme il est possible qu'il le prolonge. Tout dépendra des rapports de force. Mais ça reste une option. La Mamra l'a dit clairement. Non, la Mamra vient de dire que le président reste... Il a absolument pas dit du 27, il dit qu'il allait accomplir toute sa feuille de route, et qu'il acceptait de laisser le prochain candidat qui sera élu. Et qu'il remettrait au candidat élu, etc. Voilà. Mais alors justement, Gaïd Salah, lui, on voit là vraiment une différence dans ses textes. Il n'y a plus de président de la République dans les textes de Gaïd Salah, et il y a le peuple qui est glorifié, il est très civilisé, il est très pacifique. Gaïd Salah l'aime beaucoup. Donc dans la dernière lettre, la lettre de Bouteflika, c'était à l'occasion de la fête de la victoire, le 18 mars pour le 19 mars. Celle de Gaïd Salah parle de moments propices. Alors, toute personne sage et circonspecte est consciente, de par son patriotisme et sa clairvoyance, que pour chaque problème existe une solution, voire plusieurs, car les problèmes, aussi complexes qu'ils soient, trouveront indéniablement une solution convenable, voire adéquate.
Ainsi, nous avons l'intime conviction qu'un sens aiguisé de la responsabilité est requis pour apporter ces solutions au moment propice. Alors, voilà, moi j'ai 2 questions, même plusieurs sur ça. La première des choses, c'est le moment propice. Est-ce que tout le monde le comprend comme la fin du mandat de Abdelaziz Bouteflika ? C'est le moment constitutionnel, en tout cas. Hein. C'est vraiment, si l'armée s'abrite derrière la légalité, la fin du mandat de Bouteflika, c'est le moment propice. Il n'y a pas un autre moment qui serait le plus propice possible. Mais l'armée essaie de rester dans la légalité. Moi, le message le plus important, c'est qu'il n'y a pas une seule solution. Donc là, il évacue la solution Bouteflika, la feuille de route, et en laissant ouvert aux autres, c'est-à-dire à ce qui peut venir du mouvement populaire. Et bon, je pense que c'est ça l'ouverture, et qu'on peut dire que c'est une forme de distanciation. D'autant plus qu'il n'y a aucune référence à son Excellence, le Président, comme c'était habituel dans tous les discours de... Fahamatou a disparu. Voilà. Donc voilà. Oui, Samir. Pardon. Je ne suis pas dans ce scénario que notre ami Jafar dit. C'est-à-dire qu'il faut connaître d'abord la sociologie de l'armée. C'est-à-dire la hiérarchie militaire, c'est d'abord des militants politiques qui connaissent plusieurs expériences à travers le monde. Je considère qu'il est en train, au contraire, de se repositionner et d'essayer de gagner c'est-à-dire la sympathie c'est-à-dire des manifestants, des gens qui l'achar. On ne sait jamais dans un autre scénario, c'est-à-dire le peuple va porter l'armée, c'est-à-dire comme garant de la sécurité. On a eu plusieurs expériences en Égypte, même s'ils sont contre Moubarak ou l'achar, ou là en Tunisie ou là d'autres pays. On a c'est-à-dire de la population dans un moment où ils ne préfèrent pas qu'il y ait un affrontement direct, où tu as de la population, les manifestants fouquent les chars, au-dessus des chars, comme si l'armée ou l'institution militaire, comme si elle n'a rien à voir, elle a été neutre, se refaire une virginité. C'est-à-dire c'est un truc de repositionnement. Il ne place pas ses œufs dans le même panier. Voilà à peu près le... Mais c'est ce que dit Jafar, hein. Il dit, il dit absolument la même chose. Il dit les militaires, grosso modo, ont lâché. Bouteflika ne considère plus que qu'il soit une solution. Et maintenant que l'armée veuille reconquérir une sympathie, ça fait partie du jeu. Il y a pas de. Oui, mais ce que dit Samir, c'est-à-dire que là, il veut lui être porté comme le possible. Mais ça va être un peu difficile parce que les manifestants. Cause son poids Pas forcément. À cause du poids des manifestants. Je veux dire, Gaïd Salah dégage. Il y a eu des pancartes comme ça de partout. Je veux dire, de partout. Et il est vraiment dans la psychologie collective l'autre visage de cette présidence. Les Algériens vénèrent leur armée, qu'on le veuille ou pas. L'armée peut-être, mais Gaïd Salah, est-ce qu'il représente l'armée ? Oui. Officiellement, déjà, oui. Je crois qu'il faut Gaïd Salah, il est ministre. Et comment se fait-il qu'il est resté alors que son gouvernement, le gouvernement dont il fait partie, est parti ? Déjà, ça pose problème. Et puis, je pense que parler de l'égalité dans les conditions actuelles, c'est pas très sérieux parce que la mobilisation populaire, vu son importance, abroge de fait toutes les lois de la République. Donc, il faut aujourd'hui envisager une alternative qui prend en charge les revendications les plus immédiates de la population en attendant d'aller vers des solutions consensuelles pour aller vers une deuxième République ou une transition. Mais je crois que si la population se laisse piéger par le jeu de l'égalité, d'illégalité, etc., de telle ou telle autre démarche, on n'ira pas très loin. Parce que si on accepte ce jeu, on accepte de fait ses maîtres. Donc on accepte le système. Si on accepte de jouer le jeu de la légalité, on accepte à ce que le bal soit mené par le système, ou du moins ses agents. Peut-être pas les agents qu'on a connus jusque-là, mais il va mettre en place d'autres agents moins connus du grand public, mais ça sera quand même le système et on aura perdu de mon point de vue. Rappelons quand même que la réaction des Algériens à l'annonce de Bouteflika, c'est de dire la prolongation de votre mandat est anticonstitutionnelle. Ça veut dire que la grande réaction des Algériens, c'est dans le droit.
C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit qu'on reste, que globalement, ils sont restés dans la logique de la loi. Et quand il parle de l'armée, il y a une tendance que je trouve très intelligente à distinguer entre le régime et l'armée pour des raisons pratiques. Hein. Les Algériens ne veulent pas que l'État s'effondre, ils veulent quand même que l'État puisse continuer à fonctionner et que si on entre dans une phase de transition, que l'armée protège cette transition. Non pas qu'elle dirige la transition, mais qu'elle la protège. Il n'y a pas aucune raison de dire tout le système s'en va, ça veut dire qu'on dissout l'armée. Non. L'armée, elle est là. Si vous voulez dissoudre l'armée, il faudra avoir beaucoup plus de moyens. Il faut créer les soviets dans toutes les régions. Non, il y a une logique. Non, laisse-moi terminer. Nous sommes dans un mouvement populaire qui est interclassiste. Il y a tous les courants, il y a toutes les classes. Et c'est pour ça que la demande ne peut pas être d'un radicalisme excessif où, soi-disant, on enlève tout l'État pour créer un autre État. Non, il s'agit effectivement de changer de régime et de basculer vers une transition. Et là, on distingue l'armée du régime. Et à mon avis, le message commence à être perçu, même s'il peut y avoir des manœuvres, par ce discours de Gaïd Salah qui évolue en se mettant de plus en plus loin du clan de Bouteflika et en disant à la population, il n'y a pas de risque que l'armée vous tape dessus. C'est quand même des messages qui arrivent et qu'on perçoit. Qui veut Attends, non, je voulais poser juste une question. J'ai pas parlé de dissolution de l'armée. J'ai dit que le ministre de la Défense qui faisait partie du gouvernement de Yahya, d'état-major de l'armée. Mais il est le chef d'état-major de l'armée. J'ai pas parlé de dissolution de l'armée. J'ai parlé du remplacement de ce chef d'état-major par un autre. J'ai pas parlé de dissolution. Mais qui veut créer des soviets? Amman Grashin veut créer des soviets? Parce que j'ai entendu ça, il me semble. C'est ça qui l'a dit. C'est quel compliment. C'est un soviet libéral. Ah. Alors, moi, il y a quelqu'un qui a retenu comme image de la semaine la déclaration de Sadiq Chihab qui dit que le 5e mandat était une erreur. La révolution est née, on va dire, d'une erreur du système qui n'a pas été en mesure de se proposer une solution de reproduction de sa position dominante. Bien. La révolution s'est renforcée d'une série d'autres erreurs. Les semaines suivantes, voilà, la première erreur, c'était de dire Bouteflika qui écrit une lettre et qui dit je vais au 5e mandat, mais je fais qu'une seule année. C'était le cas. Ensuite, deuxième erreur, le 11 mars, il stoppe les élections, il stoppe tout, et il se propose de diriger de prolonger le 4e mandat pour diriger la transition. La réponse est là. Ce sont des erreurs qui ont renforcé le mouvement révolutionnaire. Je pense que jusqu'à maintenant, le lead de ces solutions est venu plutôt de l'entourage de Bouteflika et pas de l'armée. C'est l'entourage de Bouteflika qui a essayé de voir qu'est-ce qu'il était possible à chaque fois de donner au mouvement de masse qui soit suffisamment consistant pour laisser l'impression qu'on est en train de faire une inflexion, mais en même temps ne pas donner plus parce qu'on ne sait pas, peut-être que ce mouvement va s'effilocher et on regrettera d'avoir donné plus. Donc ne surtout pas tout donner et donner par petits bouts. Et il se trouve qu'en donnant par petits bouts, ça a permis de renforcer le mouvement parce qu'à chaque fois les Algériens étaient encore plus en colère, même s'ils l'ont toujours exprimé dans la bonne humeur. Cette fois-ci, je pense que l'étape suivante, ce n'est plus l'entourage présidentiel tout seul qui va nous proposer la prochaine sortie. Parce que si la prochaine sortie, et il n'en reste qu'une seule, c'est de dire « je ne suis plus président de la République à la fin de ce mandat », il ne peut plus le dire tout seul sans que l'armée parle avec lui pour savoir comment on organise l'étape suivante. Et je pense que ça risque d'être un peu plus compliqué. L'intérêt pour l'armée, pour l'ordre public, c'est que ça arrive vite. L'intérêt pour le clan présidentiel, c'est que ça n'arrive pas aussi vite que ça, parce que les dernières semaines du mandat de Bouteflika vont être pénibles. Et il se peut que même qu'il s'en aille avant la fin de son mandat, c'est un détail. Mais je pense que l'ingénierie de la solution va être plus compliquée, parce que maintenant, cette fois, la prochaine annonce, c'est une annonce de bascule. C'est l'annonce, en gros, symboliquement, du 14 janvier, Ben Ali monte dans l'avion.
Et alors, dans le cas justement où le moment propice dont on parlait tout à l'heure, c'est le 28, le départ, Khlas Bouteflika termine son mandat, il n'est plus président de la République. Il y a plusieurs solutions dont parle Gaïd Salah. Est-ce que l'une de ces solutions serait que ce soit le régime qui organise des élections une élection présidentielle avec les délais... C'est l'issue la plus mauvaise pour le mouvement populaire, parce que le problème, c'est que ça reste dans une forme de légalité constitutionnelle. Si le président part le 27, il y aura déclaration automatique de vacances du pouvoir, et le président du Conseil constitutionnel va demander au président du Sénat d'assurer un intérim, et on aurait une élection dans 82 jours organisée par Bedoui. C'est le mauvais scénario. Et c'est un mauvais scénario qui risque qui nous prend au nez, parce que aussi le mouvement populaire n'arrive pas aussi à dégager très rapidement une représentation, une structuration qui puisse tout de suite dire non, ce n'est pas cette solution. Je ne désespère pas, parce que je me dis que le mouvement populaire va maintenir la pression pour empêcher que ça soit... Parce que c'est quand même un risque qu'ils prennent c'est une déclaration de guerre contre le mouvement. Pourquoi c'est une déclaration de guerre? Non, mais parce que les gens... Oui, non, constitutionnellement. Il n'y a pas de cinquième... Quand on a tout un pays qui est sorti pour dire on ne veut plus de ce régime, et que c'est le même régime qui va refaire encore, faire semblant de faire une élection... Mais la logique du mouvement populaire, elle n'est pas dans une logique constitutionnelle. C'est-à-dire, elle est dans une logique politique d'abord. C'est-à-dire, il revendique le départ du régime. Il n'a rien à foutre. Comment il va se faire? C'est-à-dire, est-ce que l'article avec les 90 jours, il va démissionner, ne pas démissionner, l'armée, quel est le rôle? C'est-à-dire, il est symbolisé par des gens, par le gouvernement, y compris par la tête de l'armée, par le FCE, par d'autres secteurs. Les gens disent qu'ils doivent partir par tous les moyens. C'est-à-dire, ils ne se posent pas comme nous, c'est-à-dire d'une manière constituée, il faut respecter telle loi. On n'est plus dans un cadre, il n'y a plus de loi. Oui, mais en même temps, concrètement, comment se ferait le départ? Bon, alors je peux te suivre en suivant, on sort de l'ordre qu'on dit, mais comment ça se passerait concrètement? Il y a un problème de faisabilité qui est posé. Mais c'est bien, là on va lire la lecture du mouvement. Samir et Ammar, voilà, c'est très bien, parce que là, c'est une très bonne transition pour la deuxième partie, où on va parler du mouvement populaire et des propositions que... Je veux dire, on n'est pas dans la Constitution quand, quand le président, à la fin de son mandat, il n'y a pas eu d'élection. C'est pas prévu que le président du Conseil constitutionnel prenne la main. Il ne me semble pas qu'il y ait une disposition légale. Il déclare le pouvoir, la présidence vacante, et à ce moment-là, puisqu'il n'y a pas d'élection, automatiquement, il déclare le président et il convoque des élections dans les 3 mois. C'est clair. Il me semble que c'est le décès, c'est la démission, mais qu'on arrive à la fin d'un mandat sans qu'il y ait de président, c'est pas prévu comme ça. C'est pas prévu comme ça. Donc on est dans tous les cas en dehors de la Constitution. À mon avis, le Conseil constitutionnel pourra interpréter qu'on est dans une situation où il peut. Moi, je ne pense pas que ce soit ça. Oui, Saïd a raison de dire que c'est un mauvais scénario du point de vue de ce à quoi aspire le mouvement populaire. C'est un mauvais scénario. Mais moi, je pense, j'ai dit dès le premier jour, on sera, j'espère, enfin, il y a des commentaires sur YouTube qui nous disent ne conseillez pas au pouvoir ce qu'il doit faire. Dans le CPP, ne devenez pas le bureau d'études. Mais s'il faisait ça, moi, je pense qu'il continuera à alimenter le mouvement. C'est pas une si mauvaise nouvelle que ça. Parce qu'après, on va se battre contre Ben Salah et Taïb Blaise. Taïb Blaise, Ben Salah. Bon, et Gaël Salah, bon, évidemment, parce que ce sera lui quand même qui sera le garant de ce processus. À mon avis, avec quand même la bonification, il faut pas perdre de vue quand même que un mouvement de ce type-là se nourrit aussi des conquêtes en cours de route. Et donc ça va le rendre plus fort. C'est-à-dire, on a demandé la fin du 5e mandat, on l'a obtenu. On ne voulait pas des élections du 18, n'en déplaise à nos amis de chez Alirdiri. Ça a été obtenu. On a demandé pas de prolongation, ça va être obtenu. C'est pas vrai, ça alimente. Et ça, ils veulent l'éviter. Et donc, à mon avis, ils vont encore faire des erreurs. Ils vont encore faire des erreurs, dit Qadi Hassan. C'est une bonne nouvelle. C'est le moment de la coupure. Restez avec nous. On sera de retour dans 3 minutes exactement. Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress,
Du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Nous sommes de retour sur le plateau du Café Presse Politique pour la deuxième partie. Je crois que j'ai commencé un peu plus tôt, mais c'est pas grave. Donc, on va parler du soulèvement populaire. D'un côté, les manifestations continuent, ça n'arrête pas. Il y en a de plus en plus. Il y a les étudiants, les médecins, cette semaine qui sont sortis, les pompiers. Les magistrats continuent dans plusieurs villes du pays, les avocats. De l'autre, il y a tous ceux qui refusent les invitations du pouvoir de Bedoui à venir faire partie j'imagine, de la conférence nationale. Et il y a aussi une sorte de floraison de propositions de feuilles de route. C'est un peu le mot qui est un peu à la mode, qui est utilisé un peu par tout le monde. Que tu n'aimes pas? Pas trop. Non, je pense que bon, on va parler de ça. Mais alors, la première question avant de parler des propositions des uns et des autres, comme à la fin de la première partie, on disait que ils vont peut-être décider que Bouteflika, son mandat s'arrête le 28 et qu'ils vont organiser eux-mêmes des élections. Alors tous ceux qui sont en train de faire des propositions en ce moment, que doivent-ils faire, Saïd? Toi, tu trouves qu'on n'est pas préparé à un scénario pareil, n'est-ce pas? Oh non, on peut le contrarier, hein, parce que, à mon avis, il y a un assez grand consensus pour dire qu'il faut faire une petite période de transition pour neutraliser, au sens la rendre neutre, l'administration, pour remettre en place des lois qui sont vertes, pour vérifier les fichiers électoraux et créer une transition pour pouvoir revenir aux urnes, que ce soit par la voie d'une assemblée constituante ou pour aller aux élections présidentielles. Donc, aller vers une élection rapide organisée par le régime ne permettra manifestement pas de réaliser ça. Le problème, c'est qu'actuellement, le régime peut se cacher derrière le fait que le mouvement, qu'il reconnaît, et qu'il rend hommage, etc., mais qui n'a pas de représentant identifié pour engager une discussion sur la démarche à suivre. Et donc, là aujourd'hui, ça commence à se poser. À mon avis, la force du mouvement, c'est son ampleur, c'est le fait que ça soit autant d'Algériens qui sont derrière chaque vendredi, ça le préserve. Mais en même temps, il faut vraiment trouver des formes pour dégager quelque chose qui soit représentatif. Et aussi faire comprendre aux gens que s'il y a un gouvernement de transition, ce n'est pas des gens qui vont prendre un pouvoir indu, c'est des gens qui auront une mission limitée dans le temps et qui ne seront probablement pas des candidats, parce que ce sera aussi la condition. Et ça devrait éliminer beaucoup d'appétit dans cette histoire. Il y a une mission à mener, organiser une transition, et à mon avis, on peut dégager des personnalités. Maintenant, la forme que ça peut prendre, c'est ça qui est compliqué actuellement. Voilà. Ersan, toi, tu penses que ce scénario-là serait le pire pour le soulèvement populaire? Toi, tu nous avais dit que c'était au contraire, que ça va alimenter encore plus d'opposition, etc. Et donc, parmi les propositions qui sont faites, il y a en gros les de
route, il y a celle du collectif de la société civile algérienne pour une sortie de crise pacifique. Il y a une agrégation d'organisations, la Ligue des droits de l'homme, Jazaïr Noir, SOS Disparu, Rage, Réseau Wassila et beaucoup de syndicats qui proposent... alors, il y a eux, il y a aussi la plateforme pour le changement qui est signée, elle, c'est pas des organisations, c'est des personnalités, par Zoubida Assoul, Mohsen Belabbas, Mustafa Bouchachi, etc. dont tu parlais, où il y avait Kamal Gemazi. Qui n'est pas un personnage dangereux, contrairement à ce que dit Ammar. Enfin, qui ne connaît pas Kamal Gemazi. Hein. Donc, bon, c'est un peu n'importe quoi. Ammar ne connaît pas l'histoire, mais c'est pas grave. Non, je refuse ces qualificatifs. Je considère que le FIS a été un mouvement anti-républicain et anti-algérien. C'était déjà un mouvement qui n'avait rien de national, qui ne s'inscrivait même pas dans la logique de l'État national. Donc, ce mouvement est dangereux. Et tous ces acteurs étaient et sont toujours dangereux. Il est hors de question, pour moi du moins, de négocier ou de discuter ou d'entreprendre quoi que ce soit avec ces gens-là. C'est mon avis, j'ai le droit de le défendre. Il y en a qui pensent le contraire, ils sont libres. Maintenant, je crois qu'il y a d'autres initiatives. Moi-même, j'ai initié avec d'autres militants la vôtre, universitaires. elle est différente. Justement, je voulais y arriver. Ammar, là, justement, je crois que vous connaissez tous le contenu de ces feuilles de route proposées par les uns et les autres. J'aimerais avoir votre avis sur est-ce que vous pensez que c'est les meilleures voies qu'on devrait tous emprunter. Et ensuite, on va parler de la tienne parce que où tu es signataire toi-même c'est des propositions de gens qui s'appellent des intellectuels, n'est-ce pas? Et vous êtes un peu plus pragmatique, hein. Vous avez déjà avant de proposer une sortie de crise, vous proposez déjà qu'il y ait des choses qui soient des mesures d'urgence qui soient prises immédiatement pour la santé démocratique du mouvement, n'est-ce pas? Oui, bien plus que ça. Il faut faire un constat. On va y arriver, Ammar. Je voulais pas commencer par ça. C'est dans la logique du débat. En fait, quand Hassan considère que le mouvement a jusqu'à présent eu des acquis, ce n'est pas du tout mon point de vue. Moi, je pense que les fondements du système, les instruments par lesquels le système exerce le pouvoir sur les Algériens sont exactement les mêmes. Rien n'a changé jusque-là dans le système. La seule donne particulière aujourd'hui, c'est qu'il y a des Algériens qui sont dans la rue. Point. Il n'y a aucun acquis pour le moment. Et si on continue à s'inscrire dans cette logique de l'égalité, on respecte la Constitution, on respecte la Constitution, etc., le mouvement va s'essouffler et il n'aura rien gagné. Là, on est en train de s'acheminer vers l'organisation d'une élection présidentielle avec les lois actuelles du système actuel. Je pense que ça va être un coup de poignard dans le dos du mouvement et surtout de l'Algérie, parce que les Algériens n'ont pas commencé à militer le 22 février, ils ont commencé à militer depuis 62. C'est pas le 22 février. Ce pour lequel on milite n'est pas le 5e mandat ou quoi que ce soit. On milite contre ce système. Il faut que ce système, dans ses fondements, parte. C'est-à-dire l'enjeu d'aujourd'hui. C'est vrai, c'est bien qu'il y ait des propositions, des feuilles de route ou l'achar. Mais c'est-à-dire l'enjeu d'aujourd'hui, c'est de comment construire ce mouvement populaire. C'est-à-dire, moi je considère les gens qui disent, parce que j'ai assisté à plusieurs réunions, par exemple, ils te disent qu'on n'a rien à foutre de l'organisation, par exemple, au niveau des quartiers, par exemple, des villes, des trucs. Ils ne veulent pas. Ils sont dans une démarche élitiste. Moi, je dis, c'est de l'infantilisme politique, c'est du populisme même. C'est-à-dire pour... Qui les organisations qui font des propositions. Beaucoup se disent intellectuels, journalistes, et au jour au lendemain, ils deviennent des grands théoriciens. On n'est pas là, c'est-à-dire, on n'est pas à un point près de la chute du régime. On n'est pas encore là.
Je pense. Le régime n'est pas encore tombé. C'est un peu tôt de dire que transition, l'enjeu aujourd'hui, c'est de renforcer le mouvement Hado. Quand on parle de renforcement du mouvement, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des structures, il faut construire les militants. Les gens qui se disent militants réellement, ils doivent construire les comités étudiants. Ils ont une intervention au niveau syndical. Il faut la nourrir et la faire converger et faire la convergence de tous ces secteurs-là mobilisés pour que le mouvement se renforce et pour que ce mouvement ait une identité. Et c'est lui qui va décider de la feuille de route. Là, il y a des initiatives. Ils te disent de conférences inclusives, présidentielles. Oui. Il y a l'idée de la constitution, de la constituante. Pardon, je les ai lus. Il y a au comité de transition, au comité de gouvernement national de transition, gouvernement consensuel, assise de consensus mais la majorité donne pas. C'est-à-dire, c'est des états-majors où là, des gens qui étaient des personnalités nationales, comme s'il y a une agence de notation qui décide qui est personnalité nationale, qui n'est pas personnalité. En même temps, ce sont des gens, des organisations qui se sentent interpellées et qui veulent faire des propositions pour qu'ils ne soient pas dans l'agenda, le programme du pouvoir. Je suis d'accord. C'est nous qui devons le dire. Je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un renforcement. C'est-à-dire qu'il y ait un renforcement, il faut nourrir le mouvement. L'enjeu, il est là. Tout à l'heure, on parlait des pires scénarios. Par exemple, à la Sisi, ou là, je ne sais pas, il va se placer. Qui va protéger le mouvement? C'est dans les quartiers, dans les usines et dans la conversion. C'est ça qui va le protéger. C'est pas autre chose. Il y a par exemple l'idée sur la question d'un processus constituant. Je pense que c'est important. Ça sera démocratique ou l'achar. Il y a d'autres gens qui disent de présidentiel. Il faut organiser d'abord des présidentielles. Mais qui t'a dit d'abord qu'on veut déjà un président? On est d'accord sur un régime présidentiel. Débattons d'abord, c'est-à-dire l'achar. Moi, par exemple, je suis contre que c'est-à-dire la nouvelle République ou la deuxième République soit présidentielle. Pourquoi la copier directement, copier-coller de la 5e République? On ne veut pas de président, ni Oueli, ni chef de daïra. Il faut lire tout. Il y a quand même tout est soumis à débat. Il y a de fortes chances. Mais par contre, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il y a un décalage entre ceux qui proposent Absolument. des feuilles de route et le mouvement populaire, parce que mais je vous pose la question, est-ce qu'il n'y a pas un manque d'ouverture, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas, qu'on s'ouvre pas les partis, les organisations, etc. Ils sont d'abord timorés, on voit bien, ils ont peur de la suspicion, de la rue, etc. et tout, et ils disent tous nous sommes ouverts à tout le monde, mais quand ils font ces réunions, ce ne sont pas des réunions où tout le monde est appelé à venir débattre. Ces gens-là, ils disent qu'ils sont structurés, ils ont des structures locales dans les territoires. Je ne vois pas qu'est-ce qu'ils attendent pour qu'ils s'impliquent directement, c'est-à-dire dans la construction de ça. Attends, Salim, on t'a Moi, pas je suis entendu. pratique. Moi, je pense qu'à un moment donné, malheureusement, le mouvement peut devenir un problème. Attention, parce que on va se retrouver en train de dire toutes les propositions vont être rejetées et on va passer un temps fou à essayer de trouver un consensus. Tout ça parce que le mouvement n'est pas structuré. Aujourd'hui, dans l'étape dans laquelle on est, il faut impérativement dégager des responsables qui puissent négocier au nom du mouvement. Et quand j'entends autour de moi mes copains parler non, on veut pas ceci, on veut pas cela, attention, ce mouvement extraordinaire, historique, ne doit pas à un moment donné devenir un problème pour ce pays. Ça, il y a un risque dans ce... Maintenant, on sait qu'il va devenir ministre du gouvernement. Je voulais l'annoncer à la fin de l'émission. Je voulais l'annoncer à la fin de l'émission. C'est pas vrai. Tu m'as bousillé les filles. D'ailleurs, si tu permets, vas-y, Amal. il n'y a pas dans l'histoire de l'humanité une dictature qui s'est transformée du jour au lendemain en démocratie. C'est un processus assez lent qui demande des changements profonds et ça prend du temps. Nous, dans notre initiative, on a proposé des mesures d'urgence que d'autres collectifs ont appelé des mesures d'apaisement. Ces mesures vont permettre... On peut les citer. Oui, Alors, abroger immédiatement toutes les lois liberticides, loi sur les réunions publiques, manifestations, code de l'information, loi sur les partis, loi sur les associations et les syndicats, pour permettre aux Algériens de s'organiser et s'exprimer librement, restituer les cycles de structures politiques, syndicales, associatives héritées de la guerre de libération, supprimer définitivement le ministère des Moudjahidines, supprimer définitivement le ministère de la Communication
supprimer le ministère des Affaires religieuses et le remplacer par un Conseil national du culte. On ajoute une troisième partie aussi. Je vais pas prendre beaucoup de temps. Ces mesures d'apaisement vont donner, outiller le mouvement. Parce qu'aujourd'hui, selon la loi, il est interdit de manifester à Alger. On voit des Algériens qui ont abrogé de fait par leur action, mais et pourquoi pas dans les textes? Et pourquoi ne pas l'abroger dans les textes? Demain, au nom de l'ordre, on peut arrêter les gens qui... Le mouvement ne va pas rester comme ça, ne va pas continuer à drainer des millions. Si demain, quelques centaines se retrouvent en réunion à Alger, elles risquent de se faire arrêter. Donc, abroger ces lois, ça va être un acquis pour le mouvement. Par ces mesures d'apaisement, on peut gagner des points qui vont nous permettre d'avancer mieux et plus. Je vous rappelle juste un moment. Moi, j'étais jeune, j'ai vécu le mouvement de 2001, qui a commencé par la plateforme de l'Qsar, qui est une plateforme saluée par les plus grands militants de l'époque, les sociologues. Ce mouvement a fini comment? C'est non négociable. Mais comment a fini le mouvement? On a négocié pour que les Kabyles ne payent pas les factures d'électricité. Donc, d'un mouvement citoyen qui revendiquait la liberté pour toute l'Algérie et la démocratie, on a fini à parler de factures d'électricité et de gaz. Si on continue à faire porter un projet de changement aussi grand à un mouvement qui ne sait pas, qui n'a pas encore révélé tous ses secrets, qui n'a pas encore défini son objectif clair en dehors du changement du système, on risque de ne rien avoir du tout. Donc, commençons par avoir des acquis. Ensuite, la transition, de toute façon, prend du temps. Oui, moi je suis content de voir qu'il y a autant d'initiatives. Je pense que c'est une vraie richesse. Moi je pense qu'elles s'ajoutent les unes aux autres. Elles s'ajoutent, y compris celle d'Amar Ingrachen avec ses amis. Ce n'est pas contradictoire avec la stratégique de travailler sur la transition et sur comment l'animer, comment les représentants du mouvement populaire peuvent y aller, etc. Je pense qu'effectivement, une partie de ce que vous considérez comme étant des mesures d'apaisement ou des mesures d'urgence qu'il faut prendre peut complètement se justifier. Peut-être pas tout, c'est pas le même niveau d'urgence, faire changer les sigles, mettre au musée. Je pense qu'il faut un consensus un peu plus large pour le faire, même si je peux être d'accord. Mais supprimer les lois liberticides, oui, effectivement, on peut. J'ajouterais juste, c'est une petite polémique qu'on a eue, séparément, Amar et moi, que c'est ce qui protège, en fait. Nous, on a eu l'habitude avec Octobre 88 et le recul après l'arrêt du processus électoral, de comprendre que, en fait, c'est la mobilisation populaire, c'est l'implication des citoyens qui protège les espaces de liberté plus que le texte de la loi. Pour prendre l'exemple de notre secteur d'activité, c'était déclaratif. Il fallait juste déposer, pour faire un journal à l'époque, il n'y avait que le papier, le procureur de la République donnait un récépissé, comme quoi un dossier qui a été déposé. Et bien, les procureurs, ils ont contourné la loi en ne donnant même pas le récépissé. Et c'était comme ça dans tous les cas, tant que le rapport de force était en train de changer en défaveur de l'expression populaire, en grignoter les libertés, sans changer la loi. Pendant longtemps, et on s'est remis à changer la loi de manière liberticide, lorsque le rapport de force s'est complètement infléchi en faveur du pouvoir et contre le mouvement populaire. Donc, c'est bien de faire tout ça, mais en fait, l'enjeu essentiel, il est quand même ailleurs. Il est dans la capacité du mouvement à générer des directions, peut-être pas de manière définitive, peut-être pas de manière parfaite, mais ça fait plusieurs émissions que je dis le point à partir duquel ce qui faisait la force du mouvement peut devenir une faiblesse, n'est pas loin d'arriver. J'ai senti que ce point était en train d'arriver dans la fameuse semaine de la SN Madani et de la grève générale qui avait ouvert une brèche entre ceux qui faisaient pas, avec des risques de dérapage, etc. Je pense que ce point, on est en train de s'en rapprocher de plus en plus. Si y a une annonce que Bouteflika n'est pas là pour la suite, et à mon avis ça va arriver forcément et assez rapidement, on aura besoin d'une expression de ce mouvement-là. Comment la faire émerger? Parce que c'est ça, en fait, le débat. Tout le monde est d'accord pour dire, quand on écoute, j'étais dans une réunion hier où il y avait notre ami Fodel Boumala, qui est très réservé sur l'organisation, très, très réservé. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je pense que il y avait toi, j'ai bien noté, mais je voulais polémiquer avec d'autres gens à travers aussi. Moi, je pense que c'est une vision un peu gauchiste, naïve, que de croire que des organisations dans les quartiers, jamais eu dans les révolutions des organisations dans les quartiers qui soient, même dans la révolution d'octobre
octobre, c'est les soviets dans les usines, c'est les soviets de paysans et c'est les soviets dans les casernes parce que Lénine avait le mot d'ordre de la paix et il voulait signer une paix défaitiste avec l'Allemagne. Voilà. Les quartiers aujourd'hui c'est plus Facebook que le quartier, beaucoup plus, et c'est les corporations. Donc la question c'est, je finis sur ça. Est-ce qu'il faut prendre le temps? Évidemment qu'il faut organiser le mouvement populaire de manière corporatiste, à travers les filières corporatistes, mais sur des objectifs politiques, évidemment. Mais est-ce qu'on a le temps d'attendre tout cela? Moi, à mon avis, il faut deux mouvements, qui est un mouvement d'émergence des collectifs et des cadres qui doit être encouragé, et puis un mouvement où les gens qui ont déjà milité ensemble, c'est la déclaration de là où il y a SOS Dispo, etc. Ce sont ceux qui ont fait par la coordination de CADC, c'est ça, de 2011, élargie avec de nouveaux acteurs, etc. Doivent accélérer, doivent incuber ce mouvement, l'accélérer de l'organisation. Et ils doivent être un intermédiaire de validation entre la strate politique traditionnelle qui, elle, attend derrière la porte pour entrer dans la salle de négociation et qui nous inquiète, qui, moi, m'inquiète, et le mouvement populaire dans son caractère pur. Et donc voilà, des initiatives comme ça, elles devraient se fédérer pour pouvoir générer des négociateurs. On a justement l'impression qu'ils ont un peu de mal quand même à se hisser un peu au niveau d'inventivité, de créativité et d'ouverture de ce qui s'exprime dans la rue tous les vendredis. Ils se réunissent encore seulement entre eux. Ce qui s'exprime le vendredi, c'est quand même... C'est une colère, et ça n'exprime pas une solution en tant que telle. Ça exprime un mouvement, ça exprime une pression, ça maintient la pression sur le pouvoir, ça maintient une mobilisation, mais il faut formuler, à un moment ou à un autre, il faut formuler, et il faut veiller à ce que dans les formulations, on n'exclue pas. Moi, je vois là la proposition d'Ingration, dire qu'on met au musée l'UGTA, c'est totalement contre-productif. Moi, j'appelle les travailleurs à prendre l'UGTA, à la contrôler. Tu as une organisation qui est installée partout, au lieu de dire je la mets dans les musées, libérez-la et libérez le siège de l'UGTA. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. On crée des clivages inutiles en allant vers ce genre de choses. Il faut pousser vers la mobilisation et non pas à dire voilà, ce sigle nous a emmerdés parce que Sidi Saïd, on a fait ce qu'il avait, on l'enlève, non. Il faut pousser à ce qu'il soit restitué, non pas à la nation, comme on dit, mais aux siens, aux travailleurs. C'est ça la démarche, et qui est pratique, parce que ça permet d'avoir quand même une structure qui est installée partout, qui est dans le mouvement. C'est ça les bonnes démarches. Ils disent c'est plus le complexe. sigle, Voilà, pas... ils disent restituer les sigles politiques, etc. C'est pas l'organisation. Par le système. Il ne dit pas de les... c'est pas tu à la nation. Je vais être au musée, c'est ça le but. Sur la question de l'organisation, c'est-à-dire Amar, il a parlé par exemple sur l'expérience de 2001. C'est-à-dire je l'ai vécu aussi, j'étais acteur et j'étais même présent sur la plateforme d'État en tant que représentant étudiant à l'époque. C'est-à-dire apparemment on n'a pas vécu la même expérience. Il y a eu le début d'avril, l'élan de structuration. Il y a eu d'abord la plateforme à Bougie. À l'université, le 7, on parle de l'Aqsar qui a été révisé. Mais l'effort de structuration, d'une manière qui a mûri, ça a pris 4 mois quand même. C'est vrai. Et pardon, Mazel. Ce que je veux dire, c'est important. Si on veut protéger... tout à l'heure, on a parlé de tous les scénarios catastrophes. Comme ça, d'intervention militaire, on imagine tous les catastrophes. Qui va protéger ça? C'est vrai, c'est difficile de carter. Il faut essayer au moins de le faire. La dernière fois, je suis encore étudiant doctorant. Voilà. J'ai assisté à une assemblée générale d'étudiants plus jeunes, que je dépasse de 20 ans, d'une maturité extraordinaire. Ils parlaient de constituante, de l'université, de se réapproprier l'université. Et vous avez aussi d'autres jeunes, y compris dans les quartiers, c'est-à-dire qu'il faut renforcer, aider et converger. Exactement. Moi, je dis vers la convergence de tout ça. C'est-à-dire, l'un n'exclut pas l'autre. Et l'enjeu de demain, c'est peut-être à ces organisations de s'ouvrir à ces gens-là. Il y a un mouvement à l'intérieur de l'UGTA, des syndicats autonomes. Par exemple, pas plus loin hier, à Bougie, il y avait 6 entreprises économiques quand même, de fonds économiques. Je ne parle pas de la santé des autres, et des citoyens qui étaient dans la marche. Ça commence. Avec des citoyens, avec leur propre slogan, c'est-à-dire qu'il faut lui donner, il ne faut pas être pressé, laisser la chose mûrir, mais la construire et la consolider. C'est ça l'enjeu d'aujourd'hui.
Donc toi, tu appelles à ce que ces organisations, etc., et syndicats s'ouvrent à ce qui se passe dans la rue et essayent d'absorber D'être des acteurs plus que ça. Oui, Maintenant, ils sont un peu mous. de se mettre un peu au diapason de ce... De toute façon, c'est comme en Tunisie, c'est Ben Ali Rahal, c'est quand l'UGTT a basculé. Les initiatives restent des propositions discutables. J'étais très content ce matin quand j'ai lu la feuille de route proposée par la société civile, parce que je vois qu'on est quand même d'accord sur l'idée des mesures d'apaisement, l'abrogation des lois. Donc, si on est d'accord déjà sur un point, c'est une bonne chose. Maintenant, il s'agit peut-être de faire la promotion de cette feuille de route auprès de la population, d'entrer en discussion avec la population dans toutes les régions pour recueillir l'adhésion des gens à cette feuille de route. Et après, c'est dans cette dynamique-là que des représentants vont peut-être émerger. Il y a donc... Alors, ce mouvement, c'est Internet, au départ. C'est Internet. J'ai croisé Félix Farah, notre spécialiste IT, qui a dit, bon, maintenant, il faut peut-être tordre le cou un petit peu au fantôme Internet, qui a dirigé le mouvement et qui l'a bien dirigé jusqu'à maintenant. Mais on sent déjà que le même Internet empêche l'émergence de cette lutte-là. C'est dans Internet que les gens sont flingués. Des militants, dès qu'il y a un nom qui émerge, dès qu'on commence, il y a des gens qui disent « celui-là, je le vois bien parce qu'il a le profil, il est fédérateur, il est rassurant, il est honnête, etc. » Celui-là ou celle-là, etc. Il y a des contre-réactions qui sont assez dévastatrices. Alors si en plus il y a des erreurs qui offusquent Ammar Ingrashin, comme celle de s'associer avec des anciens du fils dans une plateforme qui n'a pas été discutée dans un espace commun pour savoir qui va signer, qui ne va pas signer, etc. Évidemment, ça peut faire des dégâts. Je pense qu'il y a une réserve. Moi, je l'ai vécu un peu dans les réunions que j'ai pu voir. Chez Mouatana, par exemple, est resté très en retrait aussi par rapport à cela, mais pas seulement, aussi à cause de divisions qu'il y a entre ces composantes partisanes. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut aujourd'hui affronter. Aujourd'hui, il faut l'affronter. Les personnes qui peuvent jouer un rôle devraient... on a vu Karim Tabou tout à l'heure, qui est aussi très populaire, très porté par les réseaux sociaux, etc., qui est quelqu'un qui tient un discours assez constructif, qui a une expérience militante, qui a fréquenté pendant longtemps Hussein Ahmed et qui a été à la deuxième internationale. Il nous a raconté un petit peu les enjeux, comment on construit un dossier, une transition. Il a suivi à travers l'international socialiste des processus de transition dans des pays africains. Voilà, tout ça, il faut que les gens puissent s'assumer et avancer. Là maintenant, Internet, je pense que c'est direction qui émerge, mais qui ne s'impose pas tout de suite, qui ne doit pas s'imposer tout de suite comme étant l'interlocuteur, parce qu'on a toujours peur de... Je finis, Ahmed Benchemsi, représentant de Human Rights Watch, était à Alger la semaine dernière, on avait convenu d'une émission. Il a vécu le mouvement du 20 février 2011 au Maroc. Il était, depuis, il s'est exilé aux États-Unis. Il m'a dit que, on n'a pas pu en faire une émission malheureusement, il m'a dit qu'il y a eu la même problématique, rester horizontal tout le temps, face au Merzen qui a une grande capacité de récupération, peut-être beaucoup plus forte que la nôtre, il sait y faire, ou dégager des représentants avec le risque de... Et le choix a penché plutôt par rester très horizontal, et avec le recul, aujourd'hui, il y a beaucoup de militants marocains, de dissidents qui disent que peut-être ils auraient dû dégager une direction pour aller négocier, et mieux négocier que ce que le roi, le palais leur a imposé en prenant l'initiative à un moment donné. Bon, il y a beaucoup de suspicions, c'est-à-dire pas seulement en bas, pas seulement en bas, mais c'est-à-dire quand je vois, il y a plusieurs initiatives, il y a ce qu'on appelle la société civile, les partis ou la je ne vois pas qu'est-ce qui les empêche de faire une seule réunion. Je ne vois pas. On se dirige vers ça. Voilà, pourquoi ça pas va. Pourquoi pas? Je ne vois pas, je ne comprends pas. C'est un apprentissage, j'imagine. S'il y a de l'argent de Civital pour financer parce qu'il faudra financer quand même, faire déplacer 2000 congressistes. Même, comment il s'appelle, même Haddad, il peut financer. D'accord. L'autre, Blat, il va nous ramener du cachir. Ok. Je crois que le plus important, ce n'est pas tant les personnes qui vont représenter ce mouvement. Si les dynamiques convergent, on va finir par avoir des représentants. Mais on va avoir ces représentants quand on aura décidé de ce qu'il faut faire.
quand on se sera mis d'accord sur une feuille de route. À ce moment-là, ça va devenir plus facile. Maintenant, il y a des suspicions parce qu'on ne sait pas qui veut faire quoi avec qui. Quand on saura tout ça, ça sera plus facile. Il y a déjà un acquis. Ceux qui seront dans la transition n'auront pas le droit de se présenter à aucun mandat la première fois, après la transition. Voilà. Ça, c'est passé. Il faut le faire passer. C'est un élément qui nous unit. Il faut chercher d'autres éléments de consensus. Merci Amal, c'est la fin du Café Presse Politique. On parle pas de la Mamra Moscou, ça c'est sympa ça. On n'a plus le temps, et puis lui, il faisait partie de la première partie. Il est parti chercher des soutiens à l'étranger, j'imagine. C'est ça que... Il n'aura même pas notre soutien. Puisqu'il n'en a pas, ici. Non, mais comme on est mercredi, demain jeudi, après-demain vendredi, il y a ce très très beau texte, magnifique blog de Mariam Belkaïd, La Révolution du Sourire, acte 1, scène 4. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Si vous ne l'avez pas lu, je termine juste sur la fin. Elle raconte une journée de manifestation, un vendredi. Et la fin, c'est comme ça, on reste sur quelque chose d'extrêmement beau et positif et joyeux. On profite de quelques instants de silence. Ça, c'est à la fin, ça y est. Il y a une petite brise dont Alger a le secret. On regarde en souriant la devanture du Milk Bar et celle de la librairie du Tiers-Monde. On fait un clin d'œil à l'émir. On se sustente, on se désaltère et on reprend des forces. On réalise soudain que l'on vit à non point douter un moment historique, que notre peuple est beau, qu'il est joyeux, qu'il est digne jusque dans sa façon de demander dans la joie et la bonne humeur à ce régime inqualifiable de partir. On verse quelques larmes et on reprend le maquis de nos rêves en attendant vendredi prochain. Aïe, comme ça. Merci chers auditeurs, merci à tous les invités. Merci à Soumeya Felkali, la réalisatrice, Nabil Allawa à l'image. Bonne soirée, à mercredi prochain. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le Café Presse Politique.